L'homme lui-même pourrait bien être responsable de certaines dégradations climatiques. Depuis le 19e siècle, une quantité chaque jour croissante de charbon et d'hydrocarbures est brûlée dans le monde. Cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique, quelques 20 milliards de tonnes par an actuellement. La quantité globale de gaz carbonique présente dans l'atmosphère augmente donc de façon sensible malgré la présence des océans et de la végétation qui en absorbe une fraction appréciable. Ainsi, la teneur de l'air en gaz carbonique, qui n'était que de 290 parties par million à la fin du siècle dernier, est aujourd'hui de l'ordre de 330 parties par million et pourrait atteindre 400 parties par million vers l'an 2010 si la consommation de charbon et de pétrole garde le même rythme qu'aujourd'hui dans les années à venir. Cette augmentation est assez préoccupante. En effet, le gaz carbonique présent dans l'atmosphère possède la propriété d'absorber les radiations infrarouges émises par le globe terrestre. Et lorsque la proportion de gaz carbonique dans l'air s'accroît, une plus grande partie des radiations terrestres est absorbée, ce qui entraîne une augmentation de la température. Le processus est analogue à celui qui se déroule dans une serre. Les vitres de celle-ci laissent passer les radiations visibles du soleil qui chauffent le sol, mais ces mêmes vitres retiennent les radiations infrarouges émises par le sol et la température s'élève à l'intérieur de la serre. Un autre facteur, dû aux activités humaines, joue également dans le sens d'une élévation moyenne de la température du globe. Les diverses sources d'énergie inhérentes à la civilisation industrielle produisent une quantité chaque année croissante de chaleur dont une bonne partie se répand dans l'air ou dans l'eau. S'il est très difficile d'estimer la quantité d'énergie ainsi perdue, en revanche, on connaît approximativement la quantité d'énergie produite par l'homme. Selon une étude menée par l'Institut de technologie du Massachusetts en 1970, la quantité d'énergie artificielle fabriquée par une grande ville industrielle était égale à l'énergie reçue du Soleil par cette ville. Pour l'ensemble de la Terre, la quantité d'énergie produite par l'homme serait seulement 1000 fois plus petite que celle reçue du Soleil, mais elle augmente de 3% par an. Enfin, il est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat, ne serait-ce que parce qu'ils modifient le pouvoir réfléchissant de grandes étendues de terrain. Il est donc possible qu'une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère soit à craindre. S'il y avait un réchauffement, ce réchauffement actuel, enfin le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Ce serait soit un réchauffement d'origine naturelle, ce serait aussi de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, soit un réchauffement artificiel provoqué par les activités humaines, ce serait du même ordre de grandeur. Mettons que l'on aille jusqu'à 1 degré, les conséquences seraient à peine perceptibles. Mais supposons qu'un réchauffement de 3 à 5 degrés se produise. Que se passerait-il alors? C'est difficile à prévoir, objectivement. Enfin, supposons qu'un tel réchauffement se produise, il y aurait fusion d'une partie de la calotte glaciaire, peut-être même disparition totale des glaces au pôle Nord, car on changerait le bilan énergétique du fait de la disparition temporaire des glaces. Il y aurait une augmentation du niveau des océans, en particulier, de combien? Là, je ne peux pas faire le calcul de tête comme ça, mais il est probable que les terres basses, les rivages des océans seraient recouverts par les eaux. Influence de l'activité humaine sur le climat, réchauffement ou refroidissement de la Terre, bien des hypothèses contradictoires ont été avancées et l'opinion publique s'interroge. Moi, je crois une chose, que depuis qu'il y a tout ce qui vole en l'air, qui l'ont un peu détraqué un peu le temps. Oh, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé. Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le Cosmos, là, je crois qu'il y a quelque chose de dérangé. Ou bien alors il y a un cycle long que nous n'avons pas connu l'avant-cycle de maintenant. Tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique, mais enfin, moi, j'y crois pas, quoi. C'est un peu, peut-être, d'une façon générale, la Terre qui se réchauffe ou qui se refroidit. L'Organisation météorologique mondiale, cette année d'ailleurs, a ressenti le besoin de remettre les choses en place, car il y avait eu des déclarations assez spectaculaires qui avaient été
présenté et largement diffusé d'ailleurs par la presse mondiale, et on pouvait s'inquiéter des conclusions de ces déclarations. Aussi, l'Organisation météorologique mondiale a-t-elle tenu à affirmer qu'actuellement, il n'y avait véritablement aucun moyen de savoir à court terme, c'est-à-dire à échéance de quelques décennies ou d'un siècle ou deux même, de savoir si le climat allait évoluer dans un sens ou dans l'autre. S'il ne peut encore prévoir l'évolution du climat, l'homme doit-il pour autant se résigner à en subir les effets? Ne peut-il envisager de le modifier volontairement? Toujours en avance sur son temps et même sur le nôtre, Jules Verne évoquait cette possibilité dans un roman intitulé « Sans dessus-dessous ». Dans le cerveau d'un savant illuminé avait germé l'idée de redresser l'axe des pôles terrestres, ceci dans le but de faire fondre les masses glaciaires du pôle Nord afin d'exploiter commodément les gisements de charbon et autres minerais qui s'y trouvent. L'explosion d'un gigantesque canon enfoui dans le Kilimandjaro devait théoriquement provoquer ce changement de position de la Terre par rapport au Soleil. Aujourd'hui, faire fondre les glaces des pôles n'est plus tout à fait de la science-fiction. N'a-t-on pas avancé récemment l'hypothèse selon laquelle le climat de l'hémisphère nord pourrait être rendu plus doux si l'on fondait la calotte glaciaire du Groenland en répandant à sa surface une couche de poussière de charbon? Ceci aurait en effet pour résultat d'augmenter l'absorption du rayonnement solaire par le sol. La lutte contre les cyclones fait également partie des préoccupations actuelles. Pourra-t-on un jour les détruire à temps, ou du moins dévier leur trajectoire? Certains pensent qu'on le peut déjà, puisqu'en 1975, les Américains ont été accusés d'avoir détourné l'ouragan Fifi qui s'est abattu sur le Honduras, alors que, d'après les calculs de certains spécialistes, il aurait dû dévaster les plages de Floride en pleine saison estivale. Alors, pourquoi ne pas penser que cette technologie pourrait aboutir à des utilisations belliqueuses? Par exemple, à l'aide de fusées porteuses de certains produits chimiques, on pourrait créer des lucarnes dans la couche d'ozone de la stratosphère. Dès lors, les rayons nocifs du Soleil ne seraient plus arrêtés par l'ozone et cela entraînerait pour les populations des territoires situés sous cette lucarne des risques de brûlure de la peau et de maladies mortelles. En faisant exploser des bombes de grande puissance à certains endroits critiques des failles qui traversent le globe, on pourrait, théoriquement, provoquer des tremblements de terre à des milliers de kilomètres de l'endroit où aurait eu lieu l'explosion. On devine l'intérêt stratégique que ces procédés pourraient soulever chez certaines puissances irresponsables. De tels projets sont heureusement passablement utopiques. En outre, de telles actions pourraient provoquer des modifications climatiques inattendues, éventuellement catastrophiques pour le monde entier. La guerre climatique suppose des actions sur le climat, c'est-à-dire sur de très grandes échelles d'espace, voire de temps. Alors, je crois qu'à cet égard, il y a peut-être à craindre pour le grand futur. Il est possible qu'on sache, à échéance, dérégler l'atmosphère en introduisant quelques grains de sable dans la circulation générale. Mais ceci me paraît très lointain et en tout cas, la notion de guerre météorologique n'est pas concevable ou est peu concevable dans un avenir rapproché et c'est tant mieux, bien entendu. Il ne fait aucun doute que la répartition actuelle des climats du globe ne représente qu'un état d'équilibre temporaire. Le climat de la Terre se modifiera demain comme il s'est modifié hier. Tout le problème est de savoir dans quel sens va se produire l'évolution. Les spécialistes qui se hasardent à formuler des prévisions sont loin d'être d'accord entre eux. Selon les facteurs auxquels on accorde une importance prédominante, on peut en effet, dans l'état actuel des connaissances, aussi bien prédire pour les siècles à venir un lent retour à un régime glaciaire qu'un réchauffement général de la Terre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est probable que le réchauffement interglaciaire qui règne depuis quelques 8000 ans aboutira finalement à un régime glaciaire plus froid. Mais ce changement s'est-il déjà amorcé? S'amorce-t-il aujourd'hui d'une manière quasi imperceptible? Ou bien s'amorcera-t-il demain? Et alors, dans combien de siècles ou de millénaires? C'est l'un des nombreux mystères de la Terre qui reste à élucider.